Donc, ma présentation se situe bien sûr un petit peu en amont, je dirais, de la problématique pesticides, mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on a bien pris en compte les pratiques justement d'application de produits phytosanitaires dans notre étude. Donc, il s'agit justement d'une étude qui a regroupé plusieurs organismes dans le cadre d'un programme CASDAR, enfin 2 programmes CASDAR qui se sont succédés, le programme CASDAR entomophage qui a permis de recueillir les données terrain, et le programme Oxymore pendant lequel on a continué, je dirais, de les analyser et de les formaliser en indicateurs. Donc, dernière chose, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de la thèse d'Abdelhak Rouaba. Donc, alors, pourquoi construire des indicateurs? Donc là, il s'agit d'un indicateur. Il s'agit d'un indicateur qui a pour objectif de mesurer l'impact des pratiques agricoles et de gestion du paysage sur les populations de carabes, comme son nom l'indique, donc e-carabes. Ce qu'on peut constater à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il est quand même difficile de construire des modèles de prédiction concernant les compartiments de la biodiversité. Il existe bien sûr des modèles, comme par exemple sur les CIRF, si on se restreint aux aspects par exemple de régulation des ravageurs, mais cela reste il existe aussi des modèles sur les pucerons, mais cela reste des modèles très complexes. Et pour autant, la profession agricole ressent un besoin de plus en plus crucial d'outils d'évaluation de l'impact des pratiques. Sur cette même biodiversité, on voit des outils de la décision donc, qui commencent à apparaître sur, je dirais, de plus en plus fréquents. Donc on a besoin de modèles opérationnels et accessibles à des non-spécialistes, surtout quand les modèles complexes ne sont pas encore existants. Si on regarde un petit peu, avant de rentrer dans le cadre de l'étude, l'évolution des indicateurs agroécologiques depuis leur émergence début des années 90, ce qu'on peut observer, c'est une évolution des méthodes. On a commencé par des méthodes de type top-down, qui se basent plutôt sur la connaissance d'experts. Ces méthodes ont évolué dans le temps, puisqu'on est parti au tout début de somme de scores, mais très vite ça a évolué vers des méthodes plus complexes comme l'analyse multicritère, associée parfois à de la logique floue. Bon, ce sont des méthodes qui en tout cas restent encore très précieuses, je le montrerai tout à l'heure, et qui constituent la base de la plupart des indicateurs qu'on utilise. Mais depuis quelques années, donc, on a fait appel aussi à des nouvelles méthodes de fouilles de données pour construire une génération d'indicateurs dite plutôt de type bottom-up. Pourquoi? Parce qu'on va partir directement des observations de terrain, ce qui peut permettre d'avoir un peu plus, on va dire, entre guillemets, d'objectivité sur certains types de conclusions, mais sans que cela ne remplace totalement ça n'a pas pour vocation, de remplacer l'analyse multicritère, je vais le montrer tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que donc, ce sont des méthodes qui nécessitent des gros jeux de données. Et si on prend le cas donc, de la fouille de données, sans être totalement exhaustive, on peut citer 2 types de méthodes qui sont utilisables. Donc la fouille de données qui va être appliquée directement à des données expérimentales, c'est ce que je vais montrer tout de suite. Mais il y a un autre exemple d'indicateur aussi qui a été construit récemment au sein de l'équipe qui est très intéressant. Elle résulte de la métamodélisation, c'est-à-dire utiliser des modèles complexes, par exemple, et appliquer la fouille de données aux sorties du modèle pour permettre que les résultats soient plus accessibles que ceux du modèle directement. Donc, pour être un peu plus concrète, maintenant, je vais montrer donc, comment on a procédé. Donc, l'objectif, le CASDAR entomophage, l'objectif de ce CASDAR dépassait bien sûr largement le fait de construire un indicateur. Il avait pour objectif
de voir quel était l'impact notamment des infrastructures agroécologiques sur les carabidés et sur le service de prédation qu'ils pouvaient permettre. Pour cela, donc, il y a eu 3 régions d'échantillonnage de sélectionner, la Picardie, la région centre où il y avait 3 sous-régions, également la région de Rhône-Alpes. Dans le cadre de la construction de l'indicateur, la région Rhône-Alpes n'a pas été intégrée dans un premier temps. Dans chacune des régions, 13 à 22 parcelles ont été sélectionnées avec des situations très contrastées, contrastes selon le degré d'ouverture du paysage, selon le type d'agriculture, conventionnelle ou biologique, et selon la nature même de la bordure de champ. Suivant que soit cette bordure était absente, il y avait une haie, une bande enherbée ou l'association des deux. Dans chacune des parcelles, donc, il y a un nombre assez conséquent de pots de type Barber qui ont été installés, donc 4 à 5 lignes de pots Barber et la distance, selon une distance différente par rapport à la bordure de référence. La bordure, donc qui est en haut. En plus donc, de ces recueils de pots Barber, la composition et la configuration du paysage environnant a été enregistrée sur un rayon de 1500 mètres à partir du centroïde de la parcelle. Il y a eu 10 semaines de collecte au printemps et ce sont ces 10 semaines qui ont fait l'objet, en tout cas, qui ont servi de base pour l'indicateur, même s'il y a eu aussi 6 semaines en automne qui ont permis, bien sûr, de faire des analyses complémentaires. Donc il y a quand même plus de 850 000 carabes qui ont été recueillis et identifiés à l'espèce, ce qui était quand même assez ambitieux. Donc, comment a-t-on procédé une base de données a été constituée avec l'ensemble des variables descriptives donc des différentes lignes de pots Barber. Ces variables concernaient autant les pratiques agricoles, alors, bien sûr la nature de la culture, le type de pesticides appliqués, le type de travail du sol, le type d'amendement organique minéral, et également, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la composition du paysage et également quelques données sur la configuration. Donc, notamment, par exemple, le linéaire de haies, les linéaires des différents types de chemins enherbés, non enherbés, etc. Concernant les variables, je dirais expliquées, on a notamment donc, des variables en lien, bien sûr, avec les populations de carabidés, donc activité, densité, diversité d'espèces. Je le redécrirai tout à l'heure. La fouille de données, bon, concrètement, maintenant c'est devenu assez simple puisque le logiciel R permet d'appliquer un package relativement accessible. Et grâce à cela, grâce à cette méthode, nous avons pu obtenir des arbres dits de régression qui constituent un prototype très proche des indicateurs, des arbres de décision qu'on peut utiliser dans des indicateurs. Bon, je passe rapidement là-dessus. Donc, voici un exemple déjà concret d'arbres de régression qu'on a pu obtenir et qui sert de base ensuite pour les arbres de décision de l'indicateur ICARAB. Donc, c'est un arbre qui se lie de la racine jusqu'aux feuilles. Donc, la racine est en haut, les feuilles sont en bas. Donc, en bas, vous pouvez voir les valeurs prédites pour ici la diversité des carabes avec le nombre de situations dans la base de données correspondante. Et du haut vers le bas, vous avez la hiérarchie des variables qui, je dirais, sont les plus importantes dans la répartition de cette diversité. Donc ici, ce qui était intéressant par exemple, c'est de voir que la proportion de céréales dans le paysage a tendance à plutôt avoir une influence négative. Il en est de même pour, par exemple, la proportion de pommes de terre ou de surfaces urbanisées. Alors, comment concrètement, après, on a construit... voici un exemple de l'outil. Donc, cet outil, pour le moment, n'a pas du tout été développé au niveau informatique. Il reste au stade expérimental. C'est un fichier Excel qui est tout à fait utilisable et accessible.
il est libre de droit. Donc ici, vous avez par exemple des résultats pour une variable donnée. Donc l'utilisateur a rempli, ici je n'ai pas montré bien sûr la feuille en question, mais a rempli ces résultats sous forme binaire pour chaque variable en indiquant si la variable est au-dessus ou en dessous des seuils que j'ai pu vous montrer précédemment. Ici en haut, vous avez l'ensemble des valeurs possibles que l'arbre de décision peut prendre, du vert jusqu'au rouge, et en bas, un ensemble de simulations que l'utilisateur a pu effectuer sur sa parcelle. Par exemple, la simulation numéro 1, c'est donc avec un pourcentage plus élevé de céréales dans le paysage. On voit tout de suite que la valeur diminue au niveau de la diversité des carabes. Ici, un exemple de tableau récapitulatif de l'ensemble des arbres de décision que propose l'outil avec mis de façon différente les résultats. Si je reviendrai sur cette diapo, mais je voulais d'abord vous montrer que ce qui est important, nous avons essayé de mettre en œuvre une démarche d'amélioration en continu de l'indicateur, une démarche, je vais y arriver. Une démarche itérative où l'idée c'est d'associer aussi le futur utilisateur dans l'usage de l'indicateur. Je m'explique. On en est maintenant à la deuxième boucle. Pourquoi ? Dans la première boucle d'amélioration, on avait utilisé des simples variables type l'activité densité ou la diversité. Mais on s'est très vite aperçu lors de la phase de validation que il y avait des écarts importants, et c'était notamment lié au fait que activité, densité et diversité ne permettent pas d'avoir une image précise du service de prédation assuré par les carabes. C'est pour ça que dans le cadre de la thèse d'Abdellah Croaba, on a mis en place des expérimentations en microcosme et en parcelle. Et ces expérimentations ont permis de montrer que, par exemple, la taille des carabes, et notamment le nombre de gros carabes, est un proxy intéressant du niveau de prédation. Ça ne veut pas dire que les autres carabes, bien sûr, ne sont pas importants. Simplement, ça donnait une indication intéressante. C'est pour ça que dans la deuxième boucle, on a intégré les données concernant les gros, moyens et petits carabes comme un indicateur indirect de prédation. Et c'est pour ça que dans les arbres, ici, vous voyez figurer notamment la prédiction de ces différentes classes de carabes. Dans la deuxième boucle, je dirais, d'amélioration, je ne l'ai pas figuré ici, mais les agriculteurs du SIVA Moisis dans la Marne, je les remercie au passage, puisqu'ils ont joué un rôle important dans cette boucle d'amélioration, avaient signalé qu'il n'y avait pas assez de variables explicatives. Si par exemple ils n'avaient pas de pommes de terre dans le paysage, certains arbres n'étaient pas utilisables. Et donc c'est grâce à ça on a poursuivi un peu plus loin la connaissance de la fouille de données pour essayer de trouver ce qu'on pourrait appeler des variables remplaçantes. Je pourrais détailler dans la discussion si nécessaire. Donc pour conclure, ce qu'on peut voir, c'est que la fouille de données, c'est un outil intéressant, mais bien sûr dépendant de la qualité des données. Et on ne peut pas faire dire plus aux données que ce qu'elles ne peuvent dire. Donc, par exemple, on a essayé d'associer des bases de données d'origine différente. Ça ne marche pas forcément. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu vraiment voir que c'est un outil complémentaire avec l'analyse multicritère. Par exemple, la fouille de données peut permettre de valider certaines hypothèses qu'on peut émettre dans la construction d'arbres multicritères, d'arbres de décision multicritères, et en retour, l'analyse multicritère va suggérer des choix pertinents de certains regroupements de variables pour la fouille de données. Donc, voilà en quoi ce nouvel outil peut être très, très complémentaire et permettre d'avancer dans la construction des indicateurs. Je voudrais remercier donc tous les participants aux deux cases d'art, entomophage en grande culture et cases d'art oxymore, et à les personnes qui les ont conduits, puisque c'est quand même lors de ces cases d'art que
beaucoup d'étudiants, de personnel technique ont quand même prélevé les 850 000 carabes qui sont à l'origine de cette... qui ont permis la construction de cet indicateur. Donc je leur serai très reconnaissant, ainsi que Jean-David Chaplin-Fiscardi qui a assuré les déterminations les plus complexes. Merci pour votre attention.